Écoutez encore un professeur parler de pédagogie. Je vais essayer. Vous connaissez M. David Deutsch. Voici sa photo des fois que vous l'aurez rencontré. Et ce M. Deutsch, c'est l'équivalent de Yuval Noah Harari, si vous le connaissez, mais en plus intelligent. C'est pour beaucoup de gens l'homme le plus intelligent du monde qui écrit et qui donne des conférences et qui une fois a dit quelque chose qui m'avait happé. Et c'est quelque part dans l'introduction à la page 7 de son livre, il introduit, il va dire ce dont il va parler. Ce que je n'ai pas fait en parenthèse, mais c'est pas grave, ça ne sera que pour 30 minutes. In this book, I argue that all progress, both theoretical and practical, has resulted from a single human activity. Et c'est pour nous tous l'essence même de notre civilisation humaine, qui est la recherche d'une réponse à une question. Et c'est ce qu'il dit en substance dans sous ce livre, que c'est la connaissance qui est l'essence même de notre existence. Si nous n'avons pas de questions à poser, il vaut mieux ne pas exister. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cet adage, knowledge is having the right answer, intelligence is asking the right question. Je crois que c'est Einstein qui l'a dit, et même s'il n'a pas dit, on le fait dire comme ça. Il est souvent sur Facebook. Tout ce qui est intelligent, c'est Einstein. Alors, on va changer les mots. Plutôt qu'answer une question, on va mettre ça en français, réponse et question. Et c'est effectivement 2 des 4 mots-clés de ma présentation aujourd'hui. Question, réponse, vérité et mensonge. Alors les questions, il y en a de moins en moins dans le temps. L'être humain a de moins en moins de questions aujourd'hui qu'il en avait lorsqu'il est descendu de l'arbre, et heureusement. Et évidemment, grâce à la technologie d'abord et à la science ensuite, dans cet ordre-là, les réponses ne s'étaient pas faites attendre. Alors ce qui est magique ici, c'est que chaque fois qu'on pose une question et qu'on obtient une réponse, ces réponses-là génèrent d'autres questions. Et donc, de fait, les questions vont augmenter parce que justement, il y a eu des réponses. Alors, il y a plein de choses que nous disons autour des questions et des réponses, et du savoir, et de l'ignorance, et de la vérité, et de l'intelligence. La quête ne s'achève pas avec la réponse. Les étudiants de l'université savent que le but, en fait, de la question n'est pas la réponse. Et que la réponse est la malédiction de la question. Et que la question n'aime pas trop les réponses. Et parce qu'il y a des réponses, la question va générer encore d'autres questions à partir de ces réponses-là. La quête commence véritablement après la réponse. Ça vous donne à réfléchir, on va réfléchir. On doit exiger que je cherche la vérité, mais non que je la trouve, disait Diderot. Et nous allons revenir, parce que quelqu'un d'autre a dit quelque chose d'aussi profond. On nous demande de chercher, mais pas de trouver, parce que ce qu'il dit ici, c'est le voyage, en fait, et pas la destination. Parce qu'il n'y a pas de fin à savoir, il ne peut que s'élargir et croître, ce que j'avais déjà dit, je me répète, c'est en trouvant des réponses qu'on se rend compte de l'étendue de notre ignorance. Plus on sait, et plus on se rend compte combien on ne sait pas. C'est tout le concept de Beckley of Infinity, je reviens encore à notre ami, M. Deutsch. Et ce que nous voyons, c'est qu'heureusement, les réponses, c'est le fait des humains. Jusqu'à maintenant, c'est les humains qui avaient généré la technologie. Des fois par hasard, on appelle ça serendipité, des fois par imagination, parfois on appelle ça l'innovation. Mais bref, c'est l'humain qui accouche de la technologie, qui, elle, donne naissance à la science. Alors, jusque-là, c'est les humains, et puis tout d'un coup, ça a changé. Une partie de ces réponses, maintenant, appartiennent aux machines. Depuis l'avènement de l'informatique, on parle de bases de données, des requêtes de bases de données, on questionne les bases de données, et la plupart des réponses, nous les avons mises dans ces machines et sous forme de fichiers, sous forme de mémoire, sous forme d'autres documents. Et en fait, c'est de plus en plus le cas. Il y a de plus en plus de réponses que nous sommes en train de mettre dans les machines. Nous appelons cela automatisation, sous forme de base de données. Et d'aucuns vont croire qu'en fait, la machine est une forme d'intelligence. Déjà, dans les années 50,
les gens commençaient à avoir peur. Est-ce que la machine qui a notre mémoire va un jour usurper notre intelligence aussi? Alors, bientôt ce sera tout ça. Peut-être, hein, il y a des pessimistes, comme moi, qui pensent qu'en fait le cerveau va s'en aller, s'amoindrir, parce qu'il y aura moins de choses à mettre dans les cervelles, plus de choses à mettre dans les machines. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Alors, update 1. Bientôt les réponses nous apparaîtront. Nous n'aurons plus de réponses. Nous aurons des questions et nous reposerons toujours sur l'ordinateur du son de nous donner ces réponses. Update 2. Les machines ne sont pas encore capables de poser des questions. J'en ai pas vu encore de machines qui posent des questions. C'est une bonne nouvelle, oui, parce que les questions, si les réponses ne nous appartiennent plus, eh ben, au moins que les questions Sauf le problème, c'est que les humains ne savent plus poser des questions. Pourquoi? Parce que pédagogiquement parlant, chez RML, nous avons appris aux étudiants à répondre aux questions à l'examen et non pas à poser. Alors comment préparer les gens au siècle prochain, où le temps appartient aux questions, et nous ne permettons pas aux étudiants de poser des questions, nous leur disons, est-ce qu'il y a des questions au moment où ça a sonné? Imaginez ça. Alors, nous apprenons maintenant, on va nous apprendre à poser des questions. Parce que nous n'allons plus les poser aux humains, aux étudiants. Nous allons les poser aux machines. Alors il y a des livres comme celui-là. Même une science qui va apprendre à l'humain à parler le langage de la machine. Vous voyez où nous en sommes? Alors qu'avant, quand j'étais jeune étudiant, nous essayions de rapporter les langages de programmation de la machine à langage humain, de première génération, langage machine, l'assemblage, en fait, troisième génération, jusqu'à langage de cinquième génération. Nous voulions que les langages de programmation soient, pardonnez l'anglais, user-friendly. Maintenant, nous allons repousser chemin et nous allons devenir machine-friendly. Si tu n'as pas eu la bonne réponse de ChatGPT, vous connaissez? C'est que vous n'avez pas su poser la question. Alors, remember, connaissance c'est avoir la bonne réponse, intelligence c'est poser la bonne question, mais si nous inversions les mots-clés et que nous parlions à un moment de connaissance et d'intelligence. Parce qu'en fait, l'intelligence, c'est le mot-clé de ma présentation. Vous parlez d'intelligence et de la vérité. Alors, avant, l'étudiant, il avait un professeur, comme si l'autre lui disait tout à l'heure, l'enseignant, en fait, où est-ce qu'il va puiser sa connaissance? Il met à jour son cours une fois par semestre. Et ce cours va rester figé tout le semestre. Si tant est qu'en fait le cours n'ait jamais été mis à jour. Alors, qui s'y va poser la question à une machine qui, elle, se met à jour à chaque instant que nous respirons, la machine va forcément, mathématiquement, tout ce que vous voulez, être mis à jour. Et donc, cet enseignement-là va se transformer en cette machine, la machine dont je vous parlais depuis tout à l'heure. Donc, vous voyez le nom à l'extrême droite de l'écran de votre ami. Alors, on va mettre, de quoi parlons-nous ici? De cela. Et ça n'est pas qu'un seul, c'est toute une flopée. Et chaque fois que je mets cette diapo, il y en aura toujours un qui dit « Ah, il manque !» Et l'IA est arrivée à nous faire nous disputer. Ah, moi je préfère DeepSeek, et l'autre il préfère Quen, et l'autre il préfère Mistral. Non, c'est eux qui sont dans les gradins maintenant, qui nous qui sommes dans l'arène. Oh, pardon, Grok, maintenant il y a 4. Chaque semaine, il y a une nouvelle génération de. Alors, s'il vous plaît, ne me posez surtout pas la question, je n'en passe franchement. Alors, ils sont combien finalement? 659 apprentis, à chaque fois que je viens. 659, ils étaient 514 la dernière fois que j'étais venu à ce moment. Avec le même plaisir que cette fois-ci. Alors, allons du côté de la vérité. Ah là, c'est de l'épistémologie pure et simple. La vérité, en mars 2018, le Massachusetts Institute of Technology a effectué une étude publiée dans Science qui s'appelle The Spread of True and False News Online. Ils ont fait une étude parce que quelqu'un a dit c'est des mensonges. Alors ils ont dit ils n'aiment pas la technologie, alors donc la technologie ne ment pas. La technologie c'est le nouveau, comme dirait M. Michel Serres, c'est un demi. Alors, the fake news c'est répondre 6 fois plus vite. Sur l'Internet, là on parle de 2018, 6 fois plus vite. Pourquoi est-ce que les mauvaises nouvelles sont-elles plus rapides à être diffusées que les bonnes?
On ne parce que nous héritons ça de la savane, rappelez-vous, nous descendons de l'arbre. Et l'homme, si tant est qu'en fait c'en était un, faisait plus attention au danger qu'aux bonnes nouvelles. Quand il y a une odeur de tigre, d'un tigre, il est plus, le nez qu'il avait été plus affûté pour sentir le danger que pour sentir la bonne nouvelle. C'était en plus ça. Et jusqu'à maintenant, c'est les mauvaises nouvelles qui circulent plus vite, et si vous voulez avoir l'attention, mentez. Fake news. Alors, qui est-ce qui a inventé ce terme-là? J'ai cherché, ça date du 19e siècle, 1890, mais c'est monsieur, comment il s'appelle, le président des États-Unis, j'ai oublié toujours son nom. Combien de fois par-on ce titre? C'est lui qui, en 2016, dans son premier mandat, a commencé à parler de fake news pour qualifier les informations qui ne lui plaisent pas. Ah oui, c'est ça. Talent, comme ils disent. Fake news, deepfake, disinformation, canular, falsification, contrefaçon, hallucination, confabulation. Mais combien y a-t-il de mots pour une chose si simple? Si simple elle est. 2025, mars cette année, puis à partir maintenant je parlerai de cette année. AI search has a citation problem. Pour les étudiants qui sont en train de nous balancer du ChatGPT, nous le savons que vous le faites. Faites-le. Au moins vous savez écrire. Alors ils ont étudié tout ça. Les plus populaires, ils se sont rendus compte que they are confidently wrong. C'est-à-dire, ils mentent avec confiance. Et avec quelle pédanterie ils vous déballent leurs réponses. D'une manière très convaincante, scientifique. Les étudiants qui ne savent pas mieux, et nous aussi d'ailleurs, c'est un peu moins le grave chez nous, nous pouvons vérifier, nous savons où. AI search answers are confidently wrong, même more than half the time. Quelqu'un qui ment 50 fois, il ment. Alors, AI search engines are confidently wrong, over 60%, c'est pas more than half. C'est pire dans certains cas. Alors, il y a Grok qu'il ne faut vraiment pas utiliser, il paraît qu'il manque 94% du temps, quand il doit citer des sources, pas pour n'importe quelle question du genre. Qu'est-ce que je vais cuisiner aujourd'hui, ou comment expliques-tu le rêve que je viens d'avoir? Parce qu'ils croient bien, ce sont le genre de choses qu'on leur donne. Voilà, nos amis, certains, tout ce qu'ils font, c'est tendre la réalité. Et c'est ce que nous devons enseigner à nos étudiants. À ne pas croire ce qu'on leur raconte d'une manière générale, et on a, mais maintenant nous avons l'occasion de le faire. La particularité de l'IA, ce n'est pas qu'elle vous donne la vérité, elle vous donne le plus vraisemblable. Si vous regardez les équations à l'intérieur des réseaux de neurones, vous allez comprendre. C'est une question de probabilité, pas de vérité. Est-ce que c'est assez vraisemblable? Oui, bon, alors on balance. Et si tu lui dis, tu mens, il te dit oui, désolé. Même quand il dit la vérité. Alors pourquoi est-ce qu'il ment? Je vous renvoyer un autre article qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est fou le nombre de choses qui se sont déroulées alors même que je préparais cette présentation il y a 2 mois que je travaille dessus. Et à chaque fois je le dois refaire parce qu'il me sort un article ou une revue ou un magazine qui va parler d'exactement la même chose que nous sommes dans l'air du temps. Et ça, c'est des gens de OpenAI qui l'ont publié, 3 sur 4, les auteurs d'OpenAI. Ils ont cherché pourquoi. Est-ce que les LLM mentent ou hallucinent, comme ils disent? Why language models hallucinate? Je vais vous envoyer le livre, la référence est là, vous aurez mon email tout à l'heure. Des fois que, de toute façon, vous allez à Archive, vous allez trouver, c'est plus facile de trouver ce genre de choses. Pourquoi ils mentent? Ils sont du compte qu'en fait, que OpenAI en café, et que les autres, les imitants, les vous en café tout le temps. Ils ont dit, mais en fait, nous avons projeté notre comportement d'étudiants sur les élèves. Les étudiants, et ça c'est le malheur de ma vie, les étudiants, on leur a appris à mentir dès le secondaire. Le prof est en train de dire à l'étudiant s'il ment. Donc, alors, dans mes examens, tu réponds c'est bon, tu sais pas, tu laisses vite, c'est -1, tu réponds et c'est faux, c'est -3. Et là, on a juste le titre. Parce que la plupart des gens que nous voyons gouverner ce jour-ci ont réussi avec un système en fait qui est à base de mensonges. Alors les LLM, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, bon, entre deviner et mentir, ok,
Quelle est la pondération? Parce que là, on récompense les modèles quand ils donnent des réponses. Quand ils disent, je ne sais pas, c'est 0. Quand ils devinent, c'est 0,5. Et quand c'est bon, c'est 1. Donc 0,5, c'est mieux que 0, et donc ils mentent. Parce que c'est mieux, comme les étudiants le font. Alors, ce n'est pas une question de gratuit ou pas, parce qu'on me balance tout le temps, quand tu payes de 20 $ par mois, ils ne mentent pas. Mais, tu rigoles. Le modèle est basé sur le mensonge, quel que soit le prix. Et donc, c'est pas parce qu'en mettant 20 $ par mois que tu vas avoir plus de vérité. Et en fait, en réalité, c'est bien le cas, justement. Tu dois être à l'argent. Alors, je ne sais pas si vous connaissez toutes ces pseudo-vérités. Quelqu'un m'a dit une fois, nous utilisons que 10% de notre cerveau, ou 18%, ou 20%, j'ai oublié le pourcentage. Il y a des gens qui croient fermement que c'est vrai. Et pourtant, c'est faux. On en prend une autre, le poisson rouge a une mémoire de 3 secondes. Plein de gens qui croient ça. Scientifiquement faux. On continue, Napoléon était petit, il y avait 1,60 m, à l'époque tout le monde mesurait 1,60 m. On ne comprend pas Napoléon à la taille des gens maintenant. Il y a des gens qui... Alors, les chauves-souris sont à l'aveugle, c'est pas vrai. On continue, on peut voir la grande muraille de Chine depuis la Lune. Allez-y, à la Lune. Et c'est pas vrai non plus. Les épinards sont une bonne source alimentaire de fer. Allez les mamans. Moi aussi je l'ai cru. Mesquine, qu'est-ce qu'il a mangé? Pour manger du fer, quelqu'un n'a pas écrit. Papa, vous connaissez? Faux. C'est bon en fer, mais c'est pas que ça qu'il y a dedans. Et une escolier roule, chaque fois on dit tiens, une escolier. Mais c'est que ça veut dire que c'est parce qu'ils sont plus nombreux à être intelligents qu'ils sont plus intelligents que nous. Ça, c'est Coluche qui l'a dit, pas moi. Il y a même un film qui s'appelle Idiocracy, la démocratie des idiots, parce qu'ils gagnent quand ils sont nombreux, les idiots. Parce qu'il paraît que la vérité, c'est une affaire de pourcentage. Je ne sais pas si vous avez vu ça en juillet, hein, des lapins qui sautent sur un tremplin. Ça a eu 201 millions de vues en quelques heures grâce à quelqu'un qui a joué une blague. Il a dit voilà, dans notre jardin, j'ai vu des lapins qui sont en train de... Évidemment, ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave, tant mieux. Vous verrez voir qu'en fait, ça a été géré. C'est pas vrai, il n'y a jamais eu de lapin sur un tremplin la nuit, et ça a été généré par vous verrez voir, c'est un générateur de vidéos. Pourvu que c'est pour nous. Du côté tunisien, nous étions préoccupés par Jessica. Alors, je ne sais toujours pas si Jessica a été avalée par un orque ou une baleine, ou un dauphin, ça dépend des versions. J'ai vu des Jessica asiatiques, j'ai vu des Jessica blondes, j'ai vu des Jessica brunes. On est sous Goliana et à la Jessica. Et chaque fois qu'ils trouvent quelqu'un en train d'élever un chien ou un chat, c'est Jessica, ils ont renvoyé leurs animaux. Alors c'était le 11 août 2025 en Tunisie, en fait ça part d'un événement qui a eu lieu en 2009. Et c'était pas comme ça. C'est fini pour Jessica. Chaque fois que vous entendez cette voix, c'est un mensonge. Je vous la répète. C'est fini pour Jessica. C'est une histoire. Et cette voix, il y a des voix comme ça sur Internet. Alors, l'intelligence, elle est de moins en moins chère, elle est dans toutes les poches avec ces téléphones que nous avons ici. Et donc, tout le monde est devenu intelligent, et si vous avez un QI de 80, vous rattrapez avec... Et la vérité, elle est de moins en moins facile à trouver. Et c'est curieux comme mariage entre intelligence. Alors, je ne sais pas ensuite si vous avez vu cette vidéo. Julio qui chante Palestine, parce qu'il a chanté cette chanson. Il est espagnol, l'Espagne est pro-Palestine. Il a une belle voix, et la voix que nous entendons est la sienne. J'allais vous la mettre, mais ça ne marche pas. Ayman, si tu peux voir un peu ce qui se passe là-bas. Là où tout le monde ment, si tout le monde ment, qu'est-ce qui se passe? Quel est le résultat? Plus personne ne croit en lui. Et ça, c'est Hannah Arendt que je citais encore une deuxième fois, tout à l'heure. Alors je dis, on va demander au moteur, on va leur dire. Et je suis allé voir ChatGPT. Je lui ai dit, dis-moi, est-ce qu'il a chanté la chanson? Il sait, lui, non? Alors qu'est-ce qu'il a dit, lui? Je ne trouve aucune preuve. Il dit non. Alors ici, oui, il a chanté. Ça, c'est un copain. J'ai demandé à un autre Mistral. Oui, il a bien interprété.
Notez le ton sur Grock. Oui, Rolly Elsass a chanté une chanson intitulée Dipsy. Cette question soulève un pas, pourtant il commence maintenant, c'est clair. Mais quelque part, il penche vers le oui. Giannini n'a pas chanté la chanson. Et ça continue. Hein? Alors on va avoir Claude. Je vais rechercher cette information d'après mes recherches qui semblent effectivement. Et là, il est en train de négocier. La plaque, c'était. Oui, alors la plaque, c'est qui je faisais confiance, moi, avant. Parce qu'il se présentait comme un knowledge engine, pas un search engine. Oui, Rolly a chanté la chanson When No Julia. Alors, qui est-ce que je vais croire? Mais là, c'est pour une question qui n'a aucune implication sur les affaires. Et même s'ils avaient tous dit oui, parce qu'à la base, elle est frileuse. Alors nous revenons ici, on va changer de coût par disponibilité, vous allez voir que les choses vont changer. L'intelligence est de plus en plus disponible. En fait, quelqu'un a dit qu'à partir de maintenant, il n'y aura aucun enfant qui sera plus intelligent que l'IA, de toute sa vie. Parce que nous n'allons plus travailler sur l'intelligence. La vérité, elle est de moins en moins disponible et c'est celle-là qu'il faut payer pour l'avoir. Alors incidemment, ça c'est un autre événement qui est arrivé au moment même où je présentais Magazine Recherche qui me balance un numéro entier avec des articles fabuleux sur le faux, le vrai, et la science, comment elle est attaquée. Parce que la science, messieurs, dames, universitaires, est sous attaque maintenant. Il y a de moins en moins de gens qui croient à la science. Et de moins en moins de gens qui croient à la religion. Alors à quoi croient-ils? À la sorcellerie, aux fantômes, ou à, comment on s'appelle, les aliens, les ovnis, les diseuses de bonne aventure, l'arbre à fête. Et tu comprends l'évolution d'une société lorsqu'en Tunisie, il y a quelques jours, on annonce à la radio, au feu de l'Akhbar, la mort d'un Araf. Et vous me parlez de science. Pourtant, nous trouvons des bannières telles que ça, Veritas. Quelqu'un dira in vino veritas, il dira merci Nostradamus. Un autre Araf. Ça, c'est le blason de Harvard University, le collègue. Vous connaissez ce type-là? Je préfère vraiment avoir le son, parce que c'est très important. Est-ce que vous connaissez monsieur? C'est monsieur dont on arrive à peine à voir les yeux, c'est pour visage. Mais qui a fait un discours, il n'y a pas longtemps, en 2021. Si j'ai le son, ce serait fantastique. Non, c'est pas. J'avais tout à l'heure. Il n'y a pas de son. Je trouve que le volume avait là. Which control what we call truth, what we call falsity, that provides research, that gives credibility to some of the most ridiculous ideas that exist in our country. And so I'm excited to close this conference with this particular set of remarks, because I think if any of us want to do the things that we want to do for our country and for the people who live in it, we have to honestly and aggressively attack the universities in this country. Attaquer la science. Et ils applaudissent, les idiots, parce qu'ils sont majoritaires. Est-ce que je peux avoir la suivante? Ça, c'était en 2021, il y a 4 ans, il a peut-être le temps de grandir un peu. Vous allez avoir une autre vidéo de juin 2024. Où les termes ne sont pas plus acceptables. Les faux cas. Les faux cas. And these institutions are really going to be confronted, and thanks to President Trump, have already been confronted with a choice. You can accept democratic accountability and you can reform, or you can accept that the government is not going to treat you kindly, we're not going to fund your garbage, and we're not going to support you unless you do the job the American people need you to do. Garbage. Unless you do the job the American people need you to do. Maintenant, the people will govern university. Je ne sais pas si vous comprenez la lenteur. La plèbe, comme disent les Romains, va en commander les gladiateurs. La suivante, nous allons voir un Palestinien qui répond à cela.
une pépite que j'ai trouvée dans un livre Theodore Adorno, 1951, nous allons essayer de la voir. Qu'est-ce qu'il dit? The conversion of all questions of truth into questions of power. Maintenant, la vérité est devenue un concept tout relatif, dépendant de qui la prononce. Et c'est celui qui a plus de pouvoir qui va nous dire que la vérité, c'est un peu comme l'histoire qui est écrite par les victorieux. Alors je vais sauter ici. Has attacked the very heart of the distinction between true and false. Alors que le rôle de l'université et du pédagogue, c'est de dire la vérité. C'est en fait, il la détient. Mais ne pas te donner la vérité de celui qui lui donne son salaire. Parce que de cela, nous avons la liberté académique et il n'y a pas de contrainte en ce sens. Est-ce que vous connaissez ce monsieur? Et je vais clore avec lui. C'est M. Richard Feynman, prix Nobel de physique, un génie qui a inventé des choses qui est capable de peut-être expliquer un peu ce que c'est que le quantique. Et nous allons voir son opinion sur le fait qu'un prof connaît ou ne connaît pas la vérité, qu'est-ce qu'il faut faire dans les deux cas. J'espère que ça va fonctionner comme ça, nous clôturerons sur cette note. Est-ce qu'on peut y aller directement? Answer which might be wrong. I have approximate answers and possible beliefs and different degrees of certainty about different things, but I'm not absolutely sure of anything, and there are many things I don't know anything about. But I don't have to know an answer. I don't feel frightened by not knowing things. By being lost in a mysterious universe without having any purpose, which is the way it really is as far as I can tell, possibly. It doesn't frighten me. Qu'est-ce qu'il a dit en substance? J'avais des sous-titres dans les diapos, mais apparemment. Il préfère ne pas savoir que mal savoir. Il a des connaissances, certes, et il est bien modeste de dire qu'il a aussi des incertitudes, des possibilités d'erreur, mais ça ne le dérange pas s'il ne sait pas quelque chose, s'il ne connaît pas quelque chose. Il continuera à chercher. Il n'est pas tenu de connaître la réponse, un peu comme Diderot avait dit avant lui. Et c'est l'exemple que je vous donne du maître qui sait de quoi il parle. Si vous ne savez pas ce que vous dites, ne le dites pas, parce que ce que vous dites en classe va résonner dans les têtes des élèves. Je sais ce que je dis. Si après 20 ans, un étudiant qui vient me dire « Monsieur, je me rappelle, tu as dit ça », chose que j'ai moi-même oubliée, ça fait peur. Et tu te dis « Mais il va le répéter à son fils, ou à sa fille, à ses enfants. » Ce que j'ai dit en classe. Et chaque fois que je parle en classe, je fais attention à ce que je dis. Et je prie Dieu de ne pas me tromper et de ne pas dire d'incertitude. Je vous remercie pour votre attention. La science. Moi, en fait,